Émission Nobis Molongia pour vous servir. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Maman Marie-Josée Bounsana, qui est cadre du MLC et présidente du cartel de femmes politiques leaders. C'est avec elle qu'on va échanger tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je dis bonjour Maman Marie-Josée Bounsana, comment vous allez? Oui, je vais bien, merci Nobis. Bonjour à toi aussi. Bonjour à toute l'équipe CCTV qui nous accompagne dans cette émission. Comment se porte le cartel? Le cartel se porte bien. On est toujours en mouvement. Les femmes sont prêtes pour les élections. Et on est en train de mener des actions, de renforcer la base. Et les femmes, vraiment, ces derniers temps, sont très actives. Elles font de multiples actions pour redynamiser leur base. Donc, le cartel se porte bien. Comment vous faites pour mobiliser ces femmes-là pour postuler aux élections? Oui, question de postuler, les femmes d'abord expriment leurs ambitions. En adhérant dans un parti politique, les femmes ne viennent pas dans le parti politique pour observer les autres, pour les accompagner. Les femmes leaders que nous sommes, nous venons dans le parti politique parce que le parti politique, c'est un cadre approprié et pour assumer des responsabilités dans les institutions publiques. Donc, dans les partis politiques, là, on nous forme également et on nous apprend comment la gouvernance et comment que faire aussi. Et entre-temps, les femmes sont également très actives. Ce n'est pas question d'adhérer dans un parti politique, mais aussi prouver ses compétences au sein du parti politique. Voilà. Et cela fera à ce que, quand les élections arrivent, qu'on puisse croire à ce que vous faites et qu'on puisse vous aligner sur une liste électorale. Parce qu'on n'aligne pas quelqu'un qu'on n'est pas sûr qu'il va apporter les voix. On aligne des personnes qui sont capables d'apporter les voix et apporter également des sièges pour le parti. Donc, c'est tous ces paramètres-là qui jouent à ce qu'on puisse vous aligner sur la liste électorale au sein de votre parti. C'est pour cela que nous sensibilisons les femmes, nous leur disons, adhérer dans un parti politique, c'est bien, mais travailler activement aussi, c'est mieux, et exprimer aussi ses ambitions parce qu'on n'oblige personne à figurer sur une liste. La femme doit exprimer ses ambitions. Et pour le faire, il faut d'abord préparer sa base. Voilà. Parce que sa base électorale doit être... Tu dois être une personne qui est connue, qui connaît sa base, qui mène des actions du terrain. Et c'est comme ça qu'on peut te faire confiance et t'aligner sur la liste électorale pour que tu remportes la victoire pendant la campagne électorale et que tu ramènes le siège qui vont profiter au parti. Maman Marie-Josée Bounsana, parlons du MLC. Nous avons vu le chairman Jean-Pierre Bemba a fait sa tournée à l'Équateur. Et pourquoi subitement il a décidé de faire cette tournée à l'Équateur? Non, vous dites subitement. Non, c'est pas subitement. C'est quelque chose de planifié. On ne peut pas mener des actions comme ça sans les avoir planifiées en amont. Le président Jean-Pierre Bemba, c'est un leader national. Donc, c'est tout à fait normal avec un temps de repli, avec tout ce qu'il a connu. Et après, il fallait se remettre, il fallait observer certaines choses. Et maintenant, il a décidé de descendre vers la base. Parce que ce n'est pas seulement Kinshasa, le Congo n'est pas Kinshasa. Le Congo, c'est tout. Donc, c'est les 26 provinces du pays. Le président de la République sillonnera la République démocratique du Congo dans ses provinces, ses territoires, pour pouvoir sensibiliser la base, pour pouvoir les motiver et les préparer aussi aux échéances à venir. Voilà. Parce que cette population-là, avec tout ce qui s'est passé, il y a d'autres qui étaient un peu découragés, qui se disaient, nous, on ne va pas aller voter, nous, on ne fait pas ceci, cela, mais il faut quand même les redynamiser et pouvoir les instruire aussi, leur dire non, c'est notre pays, nous devons travailler, nous devons conjuguer les efforts pour que petit à petit le pays soit développé et pour que nous ayons aussi des institutions solides qui feront à ce que la bonne gouvernance soit vraiment
pour l'intérêt de tous, mais nous devons d'abord en amont préparer le terrain, préparer et commencer d'abord à poser des actes qui feront à ceux qu'on puisse croire en nous pour pouvoir nous donner les voix. Donc lui, en tant que leader, il ne peut que sillonner la République pour encourager les filles et fils du pays à croire encore à l'avenir de leur pays. Moi, Marie-Josée Mbounsana, que pensez-vous de son discours, le discours du chairman à l'Équateur? Que pensez-vous de ce discours? Ben oui, c'est un discours de quelqu'un qui aime son pays, un leader qui veut rassembler tous les fils et filles du pays pour que tous nous soyons ensemble, parce que c'est seulement dans l'unité que nous pouvons conjuguer des efforts qui feront à ce que notre pays se développe. Et quand un royaume divisé, la Bible le dit, ne peut subsister, parce que quand on est divisé, et cela profite à qui? Profite aux ennemis de la République. Mais quand nous sommes unis, nous sommes ensemble, nous allons conjuguer des efforts qui feront à ce que le Congo aille de l'avant et que les enfants du Congo profitent également de leurs ressources aussi et de leur pays. Donc c'est le discours du chairman, le discours de rassurer la population, la base de croire qu'il y a vraiment des leaders qui pensent au bien-être de la population et au bien de leur pays. Donc moi j'encourage ce discours, vraiment ça m'a fait beaucoup de plaisir. C'est un discours rassembleur. Vous avez dit c'est un discours rassembleur, mais les autres disent le contraire. Apparemment le discours a été séparateur, haineux, voilà. Oui, mais ce sont seulement les ennemis. Il y a d'autres qui n'ont pas un discours et ils cherchent l'époux sur la tête des chauves. C'est ça. Ces personnes n'ont aucun discours. Et eux croyaient que bon, Bemba c'est fini, Bemba personne ne croit plus en lui et tout ça. Mais maintenant on les a prouvé le contraire. On n'a pas donné de l'argent pour que cette population-là se mobilise pour accueillir leur leader. Donc, eux ne peuvent que, parce qu'ils n'ont pas un discours, donc ils ne peuvent que dire des choses contraires à ce que tout le monde a vu, à ce que la population a dit. Ils ne peuvent que le faire. Ce sont des bonnes guerres, nous les comprenons. Ce sont des aigris. Voilà, des aigris, voilà. Comment vous voyez l'après-COP 27? Oui, l'après-COP, ben, ça va bien. Et je profite de l'occasion pour féliciter la VPM de l'environnement, Excellence F. Bazaïba Massoudi. Je la félicite et je lui fais un coucou là où elle est à Yangambi maintenant. Voilà. Donc les travaux vont bon train, les scientifiques arrivent déjà et la réunion des scientifiques commence du 5 au 7. Donc tout est fin prêt pour cette grande réunion. Là, c'est à Yangambi. À Yangambi, voilà. Cette grande réunion qui va réunir les scientifiques du monde. Pas les scientifiques seulement de la République démocratique du Congo, mais les scientifiques du monde qui vont voir que faire, parce qu'il y a un problème du réchauffement climatique qui n'est pas seulement pour l'Afrique, ni pour le Congo, mais c'est pour le monde entier. Donc les fils, les scientifiques vont aller à Yangambi pour pouvoir monter des stratégies et voir comment contrer que le réchauffement climatique ne puisse pas amener beaucoup de problèmes dans la vie des hommes. Il y a une question, pourquoi l'organisation de ces séances-là, de la pré-COP 27, a été choisie seulement à Yangambi? Non, mais pourquoi Yangambi? Parce que Yangambi, il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Il y a INERA qui est là. Il y a l'INERA et Yangambi parce qu'il y a la tour à flux qui est à Yangambi. Donc, c'est vraiment Yangambi, c'est le site approprié pour mener ce genre d'études. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on a choisi ce terrain-là de Yangambi, parce qu'il y a des outils, il y a la tour à flux, il y a tout ce qu'il faut pour mener des études, pour que les scientifiques puissent évaluer, puissent voir, puissent proposer des mesures aussi, parce que c'est dans l'intérêt pas seulement de la République démocratique du Congo, mais c'est dans l'intérêt du monde entier.
Donc c'est pour cela ils sont là à Yangambi. Et Yangambi, c'est peut-être les Congolais ne savaient pas ce qui s'est passé à Yangambi, mais Yangambi, il y a quand même, c'est vraiment une grande école là-bas, INERA Yangambi, qui a fait ses preuves. Il y a même des pays qui se déplaçaient pour venir là-bas à l'INERA pour voir, parce que la tour à flux de Yangambi, c'est la première tour à flux africaine, et notre tour à flux est très importante pour capter l'oxygène. Donc c'est pour cela à Yangambi. Prenons la route pour le palais du peuple. Les émoluments des députés sont exorbitants. Que pensez-vous de ça? Oui, moi là, je ne sais pas dire des choses que je ne connais pas. Là, j'entends, comme tout le monde le dit dans les réseaux sociaux, mais comme moi, je n'ai pas de preuves, je n'aime pas commenter sur des choses auxquelles je ne maîtrise pas et que je n'ai même pas de preuves. Parce qu'eux-mêmes, les députés disent que ce n'est pas vrai. Il y a d'autres qui disent que c'est vrai. Mais si réellement, si c'est vrai, franchement, nous regrettons. Si c'est vraiment vrai, nous regrettons parce que les députés ne sont pas là au Parlement pour se faire de l'argent. Le député, moi je dis toujours, servir la nation, c'est un apostolat. Voilà. On ne peut pas devenir riche en servant la nation. Il y a des avantages liés aux fonctions, et moi je crois que si réellement cela s'avérait vrai, moi je crois que c'est vraiment dommage. Et prochainement, le peuple doit faire très attention pour envoyer les gens à l'hémicycle pour parler en son nom, parce que là, on dirait les gens, la majorité ne travaillent pas pour le peuple, ne travaillent pas pour l'intérêt de la nation, ils travaillent pour leur ventre, pour leur famille. Mais comme j'ai pas je ne maîtrise pas le dossier et je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'il y a d'autres qui disent que ce n'est pas vrai, ce sont seulement des racontars, et là, on ne sait pas condamner, mais nous disons, si cela était vrai, ben c'est à eux de se recadrer, parce que le peuple est très regardant et le peuple congolais a acquis une maturité, et je ne crois pas que cela leur sera possible, leur sera favorable aux élections qui arrivent. Donc ils doivent vraiment recadrer, ils doivent essayer de vous revoir, parce que il y a des gens qui ne touchent même pas $100, il y a des gens qui souffrent. Et quand ils apprennent, pendant qu'on dit on ne fait pas ceci, il y a des restrictions, le pays n'a pas l'argent. Mais quand l'argent de la République serve un groupe de personnes, c'est là, c'est vraiment pas juste, c'est quand même injuste. Et eux, en tant que députés, il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas admettre, ils ne peuvent pas accepter. Mais comme cela, c'est entre guillemets pas vrai, alors si ce n'est pas vrai, ben c'est bon. Là, ce sont seulement des rumeurs. Nous ne pouvons pas condamner les autres par rapport aux rumeurs. Voilà. Maman José Bounsana, comment vous trouvez les révélations de Martin Fayoulou sur le 21 000 $ que gagnent les députés? Bon, moi, je ne sais pas, parce que Martin Fayoulou lui-même aussi, il a gagné les élections, il est député, mais il y a son suppléant. Avant, c'était la défunte notre sœur, qui était sa première suppléante qui siégeait, mais maintenant, certainement, on l'a remplacée par le deuxième. Moi, je ne connais pas, peut-être que c'est son suppléant qui lui a dit qu'ils avaient un salaire de 21 000. Je ne peux pas le condamner, je ne sais pas sur base de quoi il a tenu ses propos. C'est à lui de nous dire s'il a des preuves, qu'il puisse démontrer ses preuves aussi. Parce que moi, je ne sais pas dire qu'il a mal dit ou qu'il a bien dit, pendant que je ne connais rien. Donc, ce sont des choses, comme on dit, ce que Moni Moyi Bibele là, peut-être lui, il a des preuves, c'est ce qui lui a poussé de hausser le ton, d'alerter tout le monde. Mais comme moi, je n'ai pas de preuves, je ne l'ai pas vu pour lui poser la question d'où lui venait cette information. Donc, on n'a pas à lui condamner aussi. C'est quelque chose de lui poser la question, d'essayer de le contacter, de l'aborder, et lui va donner ses sources. Pourquoi cette histoire divise-t-elle les députés nationaux? Mais je te l'ai déjà dit, parce qu'il y a d'autres, ça ne peut que diviser. Quand ce sont des faussetés
qui sont étalées à la place publique. Et surtout, ce sont des faussetés qui peuvent nuire aussi à chacun d'eux. Ils ne peuvent que se défendre. Mais si c'est vrai, nous leur demandons de vraiment essayer de revoir, d'essayer de se remettre en question, parce que si c'est du vrai. Mais si c'est la fausseté, ben, comme on dit, ben, on le saura. Tôt ou tard, on le saura que c'est pas vrai. Mais parce que des fois aussi, il y a la vérité blesse. Donc, voilà. Nous ne pouvons pas les condamner parce que moi, personnellement, j'ai pas de preuves à cela. J'ai même pas essayé de mener des enquêtes pour ça. Mais ceux qui les disent, peut-être ils ont des preuves aussi. Parce que parmi les députés, il y a des personnes qui parlent aussi beaucoup, qui livrent les secrets. Peut-être ces personnes-là ont parlé, ils ont dit vrai. Mais si c'est réellement vrai, ben cela ne va pas leur profiter aux élections à venir. La population est mature, le peuple est très regardant pour ses intérêts parce que l'argent qu'on les paye, c'est pas leur argent, c'est l'argent de la République. Et cet argent devait profiter à tout le monde. Et surtout que eux, depuis qu'ils sont là, ben, le peuple ne sent pas ce que réellement eux font pour l'intérêt de tous. Là, c'est vraiment mon point de vue parce qu'on les sent vraiment pas. Et donc, c'est à eux de voir et de se recadrer parce que cela risque de leur coûter un peu plus cher. Parlons de la société. Comment trouvez-vous le phénomène Kuluna qui prend de l'ampleur au moment où Kanyamaka CC fait ses épreuves? Oui, moi je crois là c'est la question aussi de rétablir l'autorité de l'État. Parce que quand l'autorité de l'État sera rétablie, vous verrez que tous ces phénomènes vont disparaître d'eux-mêmes. Et là, parce qu'il y a des fois, il y a quelques polices aussi qui laissent faire. Ils ont des conteneurs partout dans les quartiers. Ils savent que dans tel quartier, il y a des Kuluna, je ne sais pas. Bien sûr, ces gens-là utilisent les armes blanches. Mais maintenant, c'est à la police de demander qu'on renforce aussi pour eux les outils de défense aussi pour pouvoir traquer ces personnes-là. Mais si aujourd'hui, il y a certains qui deviennent amis, tout ça, ça devient un peu un problème. Question parce que nous devons, c'est seule la justice qui élève une nation. Notre justice doit vraiment être une justice équitable, doit vraiment être une justice juste. Et c'est seulement les gens auront peur de la justice et là l'autorité de l'État sera rétablie et là nous pouvons voir ces phénomènes disparaître parce que personne ne voudra aller en prison, personne ne voudra être tapé, être amené en justice et tout ça, personne ne voudra, même les criminels là qui tuent les gens. Si vous le mettez devant comme ça, vous dites, bon, comme tu as tué, maintenant, c'est la peine capitale qui t'attend. Mais vous verrez comment il va pleurer, comment il aura... Ben, ils aiment faire le mal à d'autres. Mais quant à eux-mêmes, ils ne supportent pas, ils n'aiment pas. Donc, il faut que l'État vraiment prenne son autorité et que cette autorité vraiment soit exercée sur les criminels et que la justice aussi fasse bien son travail. Mais si on a une justice à double vitesse, une justice qui favorise certaines choses, mais là, on aura seulement ces phénomènes qui vont se multiplier parce que les gens n'auront pas peur. Ils diront, ben, si aujourd'hui on m'arrête, demain je vais sortir. Et peut-être pour rentrer, venir brutaliser les personnes qui ont dénoncé. Et tout ça, c'est pas correct. Mais c'est une justice qui dit, pardon, là je n'ose pas, là je fais pas. Parce que le jour où on m'a arrêté, ce qu'on m'a fait, ce que j'ai subi, non, c'est pas correct. Donc là j'abandonne, je ne fais pas, je préfère aller faire le champ, aller à Kanyamaka CC. Ces personnes, vous verrez qu'ils viendront même d'eux-mêmes s'enregistrer, s'enrôler pour aller au service public. Donc tant que cela leur est favorable, aujourd'hui on les arrête. Et puis, il y a des parents aussi qui sont là en train de protéger les criminels. Il y a des parents qui protègent leurs enfants. Si on arrête les enfants, on a vu même des mamans pleurer, des mamans crier, non, mon fils, pendant qu'il sait que son fils lui amène des histoires, il sait ce que son fils fait, mais ils encouragent. Donc, ce genre de parents aussi, moi, je crois que l'État doit prendre des mesures pour ce genre de parents. Vous venez, on a arrêté votre fils,
vous venez pour parler, pour discuter pour votre fils ou fille, là, vous-même aussi, on vous arrête directement et on vous amène en prison. Là, les gens auront peur. Même ces parents-là ne pouvant plus se manifester. Mais si ces parents-là viennent, ils pleurent. Oh, mes enfants, mon fils, je ne veux pas. Et vous les laissez faire. C'est quoi? Là, ça ne peut rien résoudre. Des personnes comme ça et les parents qui constituent comme leurs protecteurs, qui sont comme leurs complices. Arrêtez tout ce quand vous arrêtez quelqu'un et vous l'envoyez là en prison. Et une prison, il y avait des prisons à l'intérieur du pays. Pas seulement à Makala, parce que maintenant je n'entends plus les gens envoyés à Luzumu, à Osio. On avait beaucoup de prisons au Congo. Mais si maintenant ces criminels-là, on ne les envoie pas à Makala, on les envoie, exemple, à Luzumu et à Osio. Et partout là, ces prisons-là à l'intérieur du pays, ben là je crois ils vont apprendre quand même comment se comporter en société, comment vivre en société. Et les parents qui viendront revendiquer pour leurs fils, on les arrête également. Et bien là, vous verrez que le phénomène va diminuer et cela vraiment va empêcher les autres qui voudront suivre cette voie de ne pas adhérer à cela. Moi, José Bounsan, en tant que parent, trouvez-vous pas que les parents ont failli à l'éducation de leurs enfants? Oui, là, je ne dirais pas nécessairement que les parents ont failli. Vous savez, il y a la société des fois aussi corrompt. Oui, il y a des parents, c'est pour cela, l'éducation, il ne faut pas attendre que les enfants deviennent majeurs pour les éduquer. L'éducation commence dès le sein maternel. Pendant que vous êtes en grossesse, à ce moment-là, vous-même parents, vous devrez avoir un certain comportement pour que quand l'enfant sortira de votre sein, et que l'enfant trouve quand même un terrain où il y a l'amour, un terrain vraiment favorable pour son éducation. Mais si une femme enceinte, tout le temps, il y a des disputes, tout le temps, il y a des querelles, il y a des comportements vraiment qui ne favorisent pas la bonne éducation des enfants, et ces enfants-là, quand ils naîtront, ce sera des enfants qui ne connaissent pas l'amour parce qu'ils n'ont jamais vécu l'amour. Parce que aller menacer quelqu'un, prendre... arracher les histoires des gens et taper les machettes sur les gens, c'est manquer l'amour du prochain. C'est manquer l'amour. Et ce genre d'enfants, moi je crois, ils sont vraiment déréglés par leur société, leur environnement. Et cela demande à nous parents de comprendre nos responsabilités dès la conception de l'enfant dans le sein maternel. Et cet enfant-là, quand il vient au monde, il doit sentir qu'il est dans un milieu où il est aimé, dans un milieu où les gens s'aiment aussi. Et comme ça, cela va affecter son mental. Parce que déjà, d'abord le mental, au lieu de voir le physique, ça va affecter son mental. Et cet enfant grandira avec cet amour. Et quand il va acquérir l'intelligence, il verra que non, nous dans notre famille, en tout cas, on ne fait pas ça, on ne fait pas entre nous, on ne se querelle pas, entre nous, on ne se bagarre pas, on s'aime, même si on n'a rien, nos parents vraiment se débrouillent pour que nous puissions manger. Nous les enfants, on n'a pas droit à aller chercher, à aller commander pour manger. Et nous les enfants, on n'a pas droit à demander l'argent aux personnes âgées, donc on ne demande pas l'argent. Et les parents apprennent aussi à ne pas donner de l'argent à leurs enfants, à apprendre plutôt aux enfants de fournir des efforts, de bien étudier, leur apprendre, c'est seulement en travaillant qu'on peut acquérir des richesses. En dehors du travail, il n'y a pas un autre moyen pour acquérir ces richesses et leur donner plus d'amour. Et cela permettra à ce que quand l'enfant sera grand, il ne peut pas faire certaines choses parce que ce n'est pas en lui. Il n'a jamais vu ça, il n'a jamais vécu ça. Il n'a vécu que l'amour dans son entourage, dans son milieu. Parlons de la rentrée scolaire. Déjà ce lundi, la rentrée scolaire, que pensez-vous? Est-ce que la rentrée sera avec toute quiétude? Oui, il y a toujours des problèmes, hein. Même dans les pays développés, il y a toujours des problèmes. On ne peut pas éradiquer les problèmes dans la vie des gens, dans la société. Il y a d'autres qui ont les problèmes des transports, il y a d'autres qui n'ont plus le problème des transports. Et quand ils ont leur transport, ils ont des problèmes de carburant. Et quand ils ont le carburant, peut-être les uniformes, peut-être... On a toujours des problèmes.
Mais cela ne peut pas arrêter notre élan d'envoyer nos enfants aller à l'école. La rentrée scolaire, donc nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, nous devons encourager les enfants à aller à l'école. Parce que les problèmes, on ne termine pas tous les problèmes. Même le président de la République, peut-être financièrement, il n'a pas de problème, mais il a ses problèmes aussi à lui. Donc chacun de nous, les riches, les Bill Gates, ils ont aussi leurs problèmes. Donc on ne peut pas éradiquer le problème tant qu'on est en vie. Mais on essaie de trouver des solutions à ces problèmes. Parce que les problèmes sont là pour que nous, en tant qu'hommes, nous puissions réfléchir et comment faire pour tant soit peu résoudre ces problèmes. Nous conseillons aux parents d'envoyer les enfants à l'école et ceux qui n'ont pas pu acheter des nouveaux uniformes aux enfants, et ben, il y a des uniformes, il faut bien garder les uniformes, bien les repasser, amidonner pour que ça reprenne un peu la forme et les enfants vont aller à l'école. Et des mallettes, ça ne veut pas dire que chaque année, on doit changer des mallettes pour les enfants. Si les parents ont ce moyen de changer des mallettes chaque année, chaque trimestre aux enfants, ben, tant mieux. Mais si les parents n'ont pas ce moyen, qu'est-ce qu'on doit faire? On fait avec ce qu'on a. L'essentiel est que l'enfant aille à l'école et que l'enfant, en rentrant de l'école, l'encourager, que l'enfant ait au moins de quoi manger parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. Et chercher même à faire le lait, le thé avec du sucre, on donne à l'enfant, même les beignets pour l'enfant, pour que l'enfant ait la force de suivre les cours aussi. Parce que pour que l'enfant n'envie pas ceux-là qui viendront avec leur casse-croûte, mais que l'enfant puisse avoir quelque chose aussi à manger, surtout les petits-enfants. Et cela fera à ce que la rentrée scolaire sera faite de ce que nous voulons réellement faire de cette rentrée scolaire. Les plaintes, on en a toujours. Les plaintes n'en finissent pas. Les grèves aussi. Les grèves également, ben, chacun de voir comment, que faire. Mais je conseillerais seulement aux enseignants d'aller enseigner les enfants. Nous ne pouvons pas sacrifier cette jeunesse sur qui est fondée l'avenir de toute une nation parce qu'on dit la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Donc on ne peut pas sacrifier cette jeunesse, sinon demain ça risque de nous rattraper parce que ce que nous faisons aujourd'hui, ben, nous disons nous le faisons parce que nous sommes en position de force. Mais demain, ça risque de nous attraper. On n'aura pas la force perpétuellement. Il arrivera un moment où on n'aura pas la force et on aura besoin de ces personnes-là qu'on a formées, qu'on a éduquées, qu'on a envoyées à l'école de venir nous secourir. Mais si aujourd'hui, ben, nous privilégions nos intérêts au lieu de voir l'intérêt de cette jeunesse-là, ça devient aussi très compliqué. Et là, ça n'arrange personne, même pas notre pays. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Maman Marie-Josée Boundsana, un petit mot pour clôturer cette émission d'aujourd'hui. Oui, je parlerai de la rentrée scolaire parce que en tant que parent, en tant que... moi, je suis grand-mère, donc en tant que grand-mère, nous avons des petits-enfants qui vont rentrer à l'école et nous demandons de bien les protéger aussi, de ne pas laisser, parce que des fois, quand on passe sur les rues, on voit un enfant avec un petit enfant de première année primaire avec son frère de maternelle, c'est pas correct. Les parents prenons nos responsabilités de conduire, d'encadrer les petits à l'école. Parce que quand vous les laissez seuls comme ça, il y a beaucoup de dangers. Maintenant, il y a des motos aussi. Donc, ils peuvent être frôlés par une moto et cela, c'est pas bon pour les enfants. Protégeons nos enfants et envoyons les enfants à l'école. Voilà. Il va de leur avenir et il va également de l'avenir de la République. Envoyons les enfants à l'école, encourageons les enfants à aimer l'école, à tout faire et nous les parents essayons tant soit peu prendre nos responsabilités pour envoyer nos enfants à l'école. Et j'encourage, je félicite tous les lauréats des examens d'État, je les félicite, je les encourage, mais il ne faut pas seulement s'arrêter parce qu'on a des diplômes qu'on doit festoyer. Non, non, ce n'est pas la fin. Au contraire, c'est le commencement d'un parcours. Donc, il faut vraiment faire les choses comme il se doit
il ne faut pas vous déborder parce que ce n'est pas la fin, il y a encore un long parcours. Et j'encourage tellement nos parents d'essayer d'aider les enfants pour que leur avenir soit meilleur. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons reçu pour vous Maman Marie-Josée Bounsana, qui est cadre du MLC et présidente du cartel de femmes politiques leaders. C'est avec elle qu'on a échangé aujourd'hui. J'ai dit merci à l'équipe technique, je dis merci à Alain qui était derrière la caméra, je dis merci à Moron Djambé, je dis merci à Alain et on se retrouve prochainement. Et félicitations à ma petite nièce qui a obtenu 79%.